Culture Média, Philippe Vandel. Bonjour Stenka Quillet. Bonjour Philippe Vandel, merci pour votre invitation. Merci d'être avec nous. Les agriculteurs vont-ils sauver la planète? C'est la question peu orthodoxe, question centrale de la soirée spéciale pour une pièce à conviction ce soir sur France 3. Vous avez réalisé une longue enquête, 1h30, qui sera suivie d'interviews menées par Émilie Tran-Nguyen. La question va à l'encontre des idées reçues. On accuse les agriculteurs et l'agriculture intensive, qui représente la très très grande majorité en France, de détruire la planète. Vous avez pris le parti inverse et vous dites qu'une révolution est en marche et qu'elle va dans le bon sens. Oui, alors en fait, moi j'ai fait plusieurs documentaires sur des questions liées à l'agriculture. Et j'ai des enquêtes qui montraient en effet les effets dévastateurs de l'intensification, du productivisme à outrance, de la standardisation, de l'uniformisation, de la mondialisation. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie d'aller voir ce qu'on pouvait faire, d'être un peu moins cassant, on va dire, même si c'est nécessaire de dénoncer ce qui ne va pas. Et j'ai rencontré sur le terrain au cours de ces reportages précédents plein d'agriculteurs qui se bougeaient, qui essayaient des choses. Donc voilà, j'ai décidé d'aller à leur rencontre et de montrer ce qu'ils font chaque jour dans leurs champs, leurs prairies, leurs vignes, à base d'observation du sol, de la nature, pour d'abord pour se sauver eux, parce que l'agriculture française est en crise. Ensuite, pour nous offrir des produits meilleurs pour la santé, parce qu'on sait qu'il y a un problème sanitaire aujourd'hui avec les pesticides. Et puis pour faire du bien à la planète, puisqu'il existe tout un tas de pratiques qui peuvent être bénéfiques pour l'environnement. Alors, la première image est très forte, ça se passe près de Verdun, en plein milieu d'un champ. Il y a 140 agriculteurs, agricultrices réunis pour une leçon. On leur apprend à utiliser moins de pesticides. Et la personne qui dirige la réunion, c'est un vendeur indépendant de pesticides. Les mentalités évoluent comme quoi? Tout à fait, oui, j'étais très étonnée. Donc je suis tombée sur lui un petit peu par hasard. Et puis il m'a tout de suite dit, mais bien sûr, venez voir ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il a ouvert les portes de ce qu'il faisait alors avec un petit peu de méfiance. On a beaucoup discuté quand même, parce qu'il avait très peur de l'agribashing. Mais moi, je trouvais intéressant de montrer que quelqu'un qui a vendu des produits phytosanitaires, pas uniquement, il a également vendu des semences, des engrais, etc., mais pendant des années, est en train de changer de modèle et à anticiper en fait cette révolution qui va venir, qui est nécessaire. Alors, il y a une agricultrice qui explique pourquoi ce changement de mentalité, ou plutôt, pourquoi ce changement de pratique. Il s'intéresse à ça parce qu'aujourd'hui, l'agriculture, elle est au pied du mur. On voit en fait que depuis les 50 dernières années, on avait travaillé les sols plus profondément, on avait mis plus d'engrais, etc. Donc on a eu des rendements qui augmentaient. Et là aujourd'hui, plus rien ne se passe. Et pourquoi? Parce qu'on a perdu la fertilité des sols. Donc notre rôle, c'est comment je nourris le sol pour nourrir les plantes, pour nourrir les animaux, pour nourrir les hommes. Mais en fait, là, on se dit que c'est pas du tout une prise de conscience écologique, mais c'est simplement que les rendements ne progressent pas. C'est assez mercantile en fait. Alors, les agriculteurs ne sont pas des philanthropes, ce sont des entrepreneurs. Ils doivent faire tourner leur ferme. Donc oui, en fait, la prise de conscience, elle vient du fait que ça marche plus et qu'ils gagnent plus d'argent. D'accord, on a bien compris. Vous dites, partout en France, de plus en plus d'agriculteurs expérimentent de nouvelles pratiques pour gagner leur vie sans polluer la planète. Dans quelle proportion ? Alors on a essayé d'établir une proportion du changement. On le situe à peu près à 15% si on prend les gens qui sont passés en bio l'année dernière, ceux qui passent à l'agriculture de conservation des sols, donc c'est le premier extrait du film, et puis ceux qui passent en haute valeur environnementale. Ouais, parce que quand on dit que dans les reportages on voit que le bio a doublé, mais le bio aussi passe, par exemple dans le cas du blé, c'est le chiffre que vous donnez, c'est passé de 2 à 4%, évidemment que ça a doublé, mais il reste quand même 96% de gens qui font pas de blé bio. Oui, mais on peut espérer qu'ils vont y venir. Alors vous êtes parti à la rencontre d'un pionnier dans les Deux-Sèvres, il s'appelle Fabrice Briand. C'est un céréalier converti qui a arrêté d'utiliser les produits phytosanitaires il y a 10 ans. Vous avez comparé ces cultures non traitées avec juste à côté des cultures traitées et il n'y a aucune différence de rendement. Je vais y arriver. Alors je me pose la question que tout le monde se pose. Alors qu'ils ont diminué la quantité d'intrants chimiques de 30%, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Et autre question corollaire, certains agriculteurs ne croient pas à ces chiffres. Qui dit vrai? Alors, c'est pas moi qui le dis, les 30%, c'est Vincent Bretagnol, un directeur de recherche au CNRS, qui mène cette étude auprès des agriculteurs et qu'on voit dans le film.
lui-même se pose la question, c'est-à-dire qu'il amène des chiffres qui sont constants, stables depuis 10 ans, qui sont que jusqu'à 30% de baisse de pesticides et d'engrais, il n'y a pas de baisse de rendement, et pourtant ça change pas. Donc c'est aussi ce qu'on a voulu interroger dans le film, c'est quels sont les freins au changement, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de changer. Ouais. Donc on le voit avec des agriculteurs qui nous expliquent qu'on ne change pas en fait la marge d'une exploitation d'un coup de baguette magique. Exactement, c'est l'une des qualités de votre enquête, elle n'est pas à sens unique. Vous donnez la parole aux agriculteurs qui sont traditionnels. Pourquoi ils ne passent pas au bio? Vous avez rencontré un agriculteur et son fils Mathieu. Ils bossent ensemble sur une grosse exploitation. Et là encore, ils ont un argument économique assez étonnant. Aujourd'hui, l'exploitation, elle est bâtie comme ça, quoi. Les investissements sont là. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Si, ça sera peut-être, mais dans le temps, quoi, au fur et à mesure, quoi. Vous, Mathieu, comment vous voyez les choses? Vous avez envie d'aller vers ce modèle-là? Changer aujourd'hui, on dit de changer... comment je pourrais l'expliquer? Si on m'annonce des prix rémunérateurs comme ils ont en ce moment pendant 10-15 ans, d'accord, on saute pas, on va faire ce qu'il faut pour pouvoir sauter le pas. Là, il y a beaucoup de monde qui sont en train d'y passer en bio. J'ai peur que les cours bio vont se casser la goule. En 2 mots, c'est ça. J'adore cette expression, le cours bio qui va se casser la goule. Mais est-ce que ça peut arriver ou est-ce que les prix du bio sont garantis ? Alors c'est une bonne question à laquelle je ne réponds pas dans le documentaire. Je ne peux pas vous le dire. En gros, on peut dire comment ça se passe. Alors je vais le dire, je me réfère à votre travail évidemment. Ouais. La tonne de blé bio, elle est à 450 €, c'est un prix fixe. Et la tonne de blé traditionnelle, elle est de 150 à 200 € la tonne parce que les cours il y a une bourse et les cours fluctuent. Donc voilà, même si le rendement est 2 fois moins fort, on y gagne. C'est ça, ouais. Et là, par exemple, moi j'ai eu Fabrice Briand au téléphone pour savoir si la crise du coronavirus l'avait affecté. Donc l'agriculteur, le céréalier bio, il me dit que non, parce qu'en fait, lui, il a vendu sa récolte 4 ans à l'avance à un prix stable de 450 €. Je n'ai pas pu parler à Alain et Mathieu. Qui sont donc les agriculteurs traditionnels. Mais en revanche, j'ai regardé les cours du blé, ils ont chuté au moment de la crise du coronavirus et là ils sont en train de remonter, donc ils sont quand même soumis à une très forte variation qui les rend plus fragiles. Je voudrais qu'on parle de quelque chose dont vous avez parlé dans ce sujet que j'ai trouvé passionnant, ça s'appelle l'élevage régénératif. J'avoue que j'ai découvert ça. On retrouve Stenka Quillet pour son enquête intitulée « Les agriculteurs vont-ils sauver la planète ?» C'est ce soir sur France 3 dans Pièces à conviction et c'est maintenant dans Culture Média sur Europe 1. On marque une pause, à tout de suite. Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. En compagnie de Stenka Quillet, vous signez cette enquête ce soir qu'on verra dans Pièces à conviction sur France 3. Les agriculteurs vont-ils sauver la planète? Longue enquête, reportage d'1h30. Ce qui est passionnant dans ce sujet, vous allez parfois contre la doxa. Par exemple, on dit que manger de la viande de bœuf régulièrement pollue davantage que de rouler en 4x4. Mais vous êtes allé voir des agriculteurs, des éleveurs qui pensent exactement le contraire et qui font le contraire, chiffre à l'appui. Ils pratiquent ce qu'ils appellent l'élevage régénératif. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait c'est une technique qui existe depuis un certain nombre d'années en France, depuis les années 50. Ça consiste à remettre les vaches dans le pré et à gérer le pré à la parcelle, c'est-à-dire au mètre près pour que les vaches mangent toute l'herbe. Expliquez la technique parce que c'est absolument stupéfiant de voir comment ça se passe avec comme si le champ était découpé en rectangle. Exactement, donc on découpe un champ en petits rectangles et puis lorsqu'on a optimisé cette technique et qu'on y arrive très bien, en fait on fait entrer les vaches dans un petit paddock, donc dans un petit rectangle 4 fois par jour, ce qui les oblige à manger la totalité en fait de l'herbe et du coup à stimuler sa croissance et à être dans une gestion durable de la prairie, voilà, et avec des effets sur la planète puisque les prairies stockent le carbone, le dioxyde de carbone qui est dans l'air. C'est ça qui est très intéressant, c'est que évidemment on se doute et je pense que tous les gens qui nous écoutent préfèrent des vaches qui soient en liberté dans un pré plutôt que cadenassées dans des stèles, sauf que là vous dites le carbone stocké dans les champs sauve la planète et consomme beaucoup moins. Oui, et dans les prévisions et les rapports du GIEC, on trouve il y a eu un point de vue sur ça, sur quel élevage pour demain en fait. Est-ce qu'on veut un élevage qui consomme du soja pour lequel on a déforesté l'Amazonie et qui traverse les océans, ou est-ce que
On va manger peut-être un peu moins de viande, et en effet c'est conseillé, mais de meilleure qualité avec un impact potentiellement positif sur la planète. Alors on découvre que quand un agriculteur passe à une agriculture bio ou raisonnée, il doit non seulement affronter les banques, mais aussi parfois ses anciens collègues. Par exemple, vous le montrez, la coopérative qui lui met des bâtons dans les roues. Pourquoi ? Parce qu'il ne consomme plus de concentré, et ça pénalise la filière, et ça peut mettre au chômage des gens qui travaillent dans des usines. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. C'est pas binaire, il n'y a pas les bons et les méchants, il n'y a pas la bonne et la mauvaise pratique, ou plutôt chaque nouvelle pratique génère des problèmes. Oui, c'est-à-dire que les agriculteurs ne sont pas tout seuls. Il y a toutes les filières qui sont organisées autour d'eux. Il y a tout un tas d'acteurs du monde économique, que ce soit en effet la coopérative, mais aussi les banques, mais aussi les vendeurs de semences, de produits phytosanitaires, de tracteurs, etc. Et donc la transition que font ceux que j'ai filmés vers plus d'autonomie, ça déstabilise tout ce tissu économique autour d'eux. Donc si on veut réussir la transition écologique, il faut aussi que les politiques accompagnent tous ces acteurs en fait autour des agriculteurs. Dans le sujet, vous posez cette question. Les partenaires habituels des paysans, les coopératives et les banques, sont-ils un frein au changement ? Cette question paraît banale, dite comme ça. À Paris, vous avez trouvé des gens qui ont accepté de vous répondre, mais ils n'ont pas souhaité être filmés. Ils travaillent dans l'agence de l'eau. Et avant de connaître la réponse, pourquoi ont-ils refusé d'être filmés ? Quel est le problème ? Pourquoi il est si difficile de répondre à une question, somme toute, apparemment banale ? Alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans le documentaire et qui nous ont donné des informations en off, et qui travaillent dans ce monde agricole, dans les chambres d'agriculture, dans les agences de l'eau, dans divers maillons. Et si ces gens parlent ouvertement, ils seront ostracisés, blacklistés, perdront éventuellement leur travail, n'auront plus voix au chapitre. Donc voilà, ils ont préféré nous donner des informations sans qu'on puisse les reconnaître, plutôt que de pouvoir continuer à travailler, eux, auprès des agriculteurs et à les aider dans l'ombre. Alors, vous revenez également sur l'échec du plan Ecophyto. Je vais rappeler ça. Ça prévoyait en 2007 de réduire de moitié l'usage des pesticides en 10 ans. Ça avait été lancé par Jean-Luc Borloo et repris par d'autres, évidemment. Bilan en 2017, donc 10 ans plus tard, on devait diviser par 2, augmentation de 25%. Alors, pour comprendre, vous avez rencontré le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Je n'ai pas mis l'extrait parce qu'il botte en touche, il vous fait de la langue de bois. Selon vous, qu'est-ce qu'il ne peut pas dire face à votre caméra ? Alors c'est très difficile de démêler le vrai du faux de cette de cette montée de vente des produits phytosanitaires. Moi-même, si vous voulez, on n'a pas donné plus d'éléments parce qu'on n'en est pas certain. Alors, ce que m'a dit le ministre, qui n'est pas dans le documentaire, c'est qu'ils sont en train de faire une étude pour comprendre de quel produit il s'agit exactement et pourquoi. Donc voilà, moi je peux pas vous en dire plus que ce que lui m'a dit, puisque voilà, je n'ai pas accès aux chiffres officiels pour l'instant. Voilà, et on verra que le ministre est très très gêné pour répondre à votre question. Alors votre documentaire sera suivi d'un débat, enfin pas tout à fait, confinement oblige. C'est la journaliste Émilie Tran Nguyen qui sera aux commandes, et je lui ai demandé hier qui seront ses invités et quelle sera la problématique. On l'écoute. Vu les conditions particulières qui nous touchent tous, y compris les plateaux télé, il n'y aura pas de débat dans Pièce à conviction ce soir. En revanche, on va joindre par Skype 2 invités. Félix Noblia, qui apparaît d'ailleurs dans ce reportage, parce qu'il pratique l'agroagriculture, c'est-à-dire que lui, il nourrit ses vaches au pré et pas avec du soja importé. Je vais lui demander si cette autonomie l'aide dans ces temps de crise. D'ailleurs, on sera également avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole français, pour savoir comment les agriculteurs vivent justement cette crise en ce moment. Il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus de cantines, il n'y a plus de traiteurs et désormais plus de marché alimentaire. Ça fait partie des dernières mesures du Premier ministre. Alors, où vont les productions ? Parce que les agriculteurs ne s'arrêtent pas de produire. Alors nous sommes en pleine saison des récoltes, en plus saison des asperges, des fraises, etc. Et il manque de main d'œuvre pour faire ces récoltes. Alors on l'a vu, il y a le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume qui a appelé les Français à rejoindre la grande armée de l'agriculture pour se porter volontaires dans ces récoltes. Pour le pays en temps de crise et pour éviter les pénuries de fruits et légumes, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a lui de son côté appelé la grande distribution à mettre les produits français en avant. Il appelle les citoyens à acheter ces produits français. Est-ce que ces messages sont suffisants pour sauver l'agriculture ? Je vais essayer de poser toutes ces questions ce soir. Stanka Kiyes, c'est une bonne idée d'envoyer 200 000 Français volontaires dans les champs pour faire les récoltes ? Alors, sur le plan sanitaire, moi je n'en ai aucune idée, je ne suis pas experte en santé, mais
les agriculteurs que j'ai filmés, qui pour certains font aussi du maraîchage, sont en effet en grande difficulté. C'est-à-dire qu'ils savent pas s'ils peuvent faire travailler leurs salariés agricoles habituels. Est-ce qu'il faut les tester ou pas? Quel matériel ils ont ou pas? Mais une chose est sûre, c'est que si on ramasse pas les légumes qui sont en train d'éclore dans les champs, qu'est-ce qu'on va en faire et surtout qu'est-ce qu'on va manger? Merci beaucoup Stenka Quillet. Je rappelle, les agriculteurs vont-ils sauver la planète? C'est la question posée ce soir par Pièce à conviction, soirée spéciale ce soir sur France 3, suivi non pas d'un débat puisque c'est pas possible avec le confinement, mais d'interview. Merci d'avoir été avec nous en direct